Le royaume des phoques. Yves le Tac était un pêcheur. Chaque jour, il partait en mer sur sa barque et les phoques gris aux poils lisses dressaient la tête au-dessus des vagues pour le regarder. « Allez-vous-en » criait-il. « Je n'ai pas de poisson pour vous. » Parfois, il attrapait même un phoque dans ses filets. Alors, il tuait l'animal et vendait sa fourrure. Par un beau matin d'été, quand Yves le Tac voulut remonter ses filets, il ne put les soulever tellement ils étaient lourds. Et soudain, la tête d'un énorme phoque surgit tout contre la barque. L'animal était empêtré dans les mailles d'un filet. « Comme il est gros !» se dit Yves. Il saisit son gourdin et frappa un grand coup sur la tête du phoque. L'animal se débattit tant et si bien qu'il faillit faire chavirer la barque. Le pêcheur frappa encore par 2 fois, mais le phoque réussit à déchirer le filet. Il plongea et disparut dans l'eau. Ce soir-là, de retour chez lui, Yves enrageait d'avoir laissé échapper le phoque. « Quel beau manteau on aurait pu faire avec sa fourrure !» se disait-il. Le feu brûlait doucement et Yves finit par s'endormir sur son fauteuil. 3 coups frappés à la porte le réveillèrent brusquement. « Qui est là ?» demanda-t-il. Mais personne ne répondit. Yves regarda par la fenêtre et vit un cavalier monté sur un cheval gris. « Que me voulez-vous à cette heure de la nuit ?» grommela Yves. « Avez-vous des peaux de phoque à vendre ?» demanda le cavalier. Son visage était dissimulé par un chapeau à large rebord et il était drapé dans un grand manteau noir qui descendait presque jusqu'au sol. « J'achète à n'importe quel prix, » ajouta-t-il. « Bah, j'en ai 1 ou 2, » répondit Yves avec plus d'empressement. « Mais elles sont dans mon hangar, sur le port. »« Eh bien, allons les chercher, » dit le mystérieux étranger. Yves le Tac ferma la porte de sa chaumière et monta sur la croupe du cheval. Aussitôt, l'animal se lança dans un galop si rapide que Yves dut s'accrocher au manteau du cavalier pour ne pas tomber. Le cheval, toujours au grand galop, passa devant le hangar, le long des quais, sur la falaise. Yves s'aperçut avec effroi que ses sabots ne touchaient plus le sol. Le cheval volait. « Au secours! Au secours !» cria Yves. Mais personne n'entendit ses appels. Yves ferma les yeux. Le rugissement des vagues se fit de plus en plus proche, jusqu'au moment où le cheval plongea dans les profondeurs de l'océan. Quand Yves ouvrit les yeux, il était dans une forêt d'algues au fond de l'eau. Des homards, des crabes et toutes sortes de poissons observaient le cheval et les 2 cavaliers avec de grands yeux ronds. Le sol était jonché de coquillages brillants. Quand il regarda ses mains, Yves s'aperçut avec horreur qu'elles se transformaient en nageoires. Sa peau devint aussi lisse que du cuir. Sa barbe fournie se changea en 2 longues moustaches très fines. Yves était devenu un phoque. Le mystérieux étranger aussi avait 2 longues moustaches fines et son cheval s'était métamorphosé en un hippocampe géant. Yves voulut hurler « Non! Non !» Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Autour de lui, des centaines et des centaines de phoques, petits et grands, nageaient en silence. Et soudain, ils se mirent à chanter une étrange complainte. Yves le Tac a frappé notre roi avec son gros gourdin en bois. Or, la blessure doit être soignée par celui-là même qui a blessé. L'hippocampe porta ses 2 cavaliers jusqu'à une grande muraille de pierre. La muraille s'ouvrit et Yves vit l'intérieur d'une vaste grotte.
C'était le palais du roi des phoques. Des milliers de perles pendues au plafond emplissaient la grotte d'une lumière chatoyante. Par terre, un tapis de sable multicolore menait à un trône en nacre. Et sur ce trône était assis le roi des phoques, entouré de grands phoques aux allures menaçantes. Le roi avait le crâne bandé. Ses nageoires blessées pendaient mollement sur ses flancs. Il regarda Yves et dit « C'est lui. Il a essayé de me tuer. » Yves avait honte. Et surtout, il avait peur. Si les phoques voulaient le punir de sa cruauté, ils pouvaient le déchiqueter avec leurs dents pointues. Mais ils se remirent à chanter. Yves le Tac, c'est bien toi qui as frappé notre roi. Tu dois maintenant le guérir, toi qui l'as fait tant souffrir. De grosses larmes coulaient sur les joues du roi des phoques et formaient une flaque au pied du trône. « Guéris-moi, Yves le Tac », supplia le roi. « J'ai tellement mal à la tête que je ne peux porter ma couronne. » Sans bien savoir ce qu'il faisait, Yves s'approcha du roi des phoques et, par 3 fois, effleura les blessures avec ses nageoires. Aussitôt, le roi fut guéri. Il défit son bandage et s'écria « Je suis guéri! Je suis guéri !» Tous les phoques se mirent à danser et entraînèrent Yves dans leur joyeuse farandole. Mais quand le roi commença à parler, ils s'arrêtèrent immédiatement. « Yves le Tac, dit le roi, puisque tu m'as guéri, je t'invite à rester parmi nous au royaume des phoques et à vivre jusqu'à la fin de tes jours dans ta peau de phoque. » « Je préférerais retourner parmi les hommes, » répondit Yves d'un ton un peu embarrassé. « Je vous remercie quand même. »« Très bien, » fit le roi. « Mais avant de redevenir un homme, tu dois promettre de ne plus jamais essayer de tuer un phoque. »« Je le promets, » jura Yves. Alors, la grotte disparut, et Yves se retrouva devant la porte de sa maison. Il courut se regarder dans une glace. Oui, il était à nouveau un homme heureux. Le pêcheur ne sut jamais s'il avait rêvé cette nuit-là, mais à dater de ce jour, il se rendit tous les dimanches au bord de la falaise pour donner des poissons aux phoques. Et quand il prenait un phoque dans ses filets, il le libérait bien vite et lui demandait de transmettre pour lui ses amitiés à son roi. Le peintre de chat. Il y a très longtemps, dans un village des montagnes du Japon, vivait un fermier, sa femme et ses nombreux fils et filles. La famille était si pauvre que les enfants devaient travailler la terre dès leur plus jeune âge. Mais le dernier fils, appelé Kami, était trop petit et trop faible pour travailler. Comme il était intelligent, ses parents décidèrent d'en faire un moine. Ils le conduisirent donc un jour au temple. Kami apprit vite la science des moines, mais il avait un défaut. Il préférait peindre des chats partout plutôt que d'étudier. Il en peignait même là où il ne fallait pas. Par exemple, sur les marges des livres saints, sur les paravents, sur les murs et les piliers du temple. Et bien que les moines ne lui défendent, Kami ne pouvait s'en empêcher car il était né artiste. Kami vécut au temple et y étudia pendant 7 longues années
jusqu'au jour où le supérieur le fit venir et lui dit: Nous ne pouvons pas continuer à t'instruire, Camille. Jamais tu ne feras un bon moine, mais tu deviendras peut-être un grand artiste. Quitte le temple maintenant. Mais avant de partir, écoute ce que j'ai à te dire et retiens-le. La nuit, fuis les vastes lieux, choisis les petits. Camille ne comprit pas ce que le supérieur voulait dire. Il était bien perplexe lorsqu'il fit son baluchon avec ses maigres biens et quitta le temple. Il ne savait vraiment où aller ni que faire, et il ne pouvait revenir chez ses parents trop pauvres pour le nourrir. Alors il se souvint du temple de Nikoto, à une dizaine de lieues de là. Peut-être que les moines de ce temple voudraient l'accueillir. Il prit la route qui y menait. Personne n'indiqua à Camille que le temple avait été fermé. Des mois plus tôt, un énorme rat y avait fait irruption au crépuscule, et toute la communauté avait fui, terrifiée. Depuis cette nuit d'épouvante, une centaine de courageux guerriers avaient voulu chasser le rat géant, mais aucun n'en était revenu. À l'heure où Camille arriva à Nikoto, la nuit était tombée et tout était silencieux. À l'extérieur du temple, une rangée de lanternes dorées brûlait. Les gens disaient que c'étaient les lampes des démons allumées par le rat maléfique pour attirer les voyageurs à l'intérieur du temple. Ignorant tout cela, Camille monta les marches du temple et entra. Il ne rencontra personne à l'intérieur, mais il était si fatigué qu'il s'assit sur le sol en attendant que quelqu'un vienne. Camille remarqua que la galerie était recouverte d'une épaisse couche de poussière et que des toiles d'araignée pendaient des piliers. Si les moines refusaient de le prendre comme novice, il se ferait embaucher pour le ménage. L'idée lui plut, et il se sentit tout heureux quand il découvrit quelques grands paravents blancs, une boîte remplie de pinceaux et un petit bol d'encre. Camille resta assis des heures, peignant des chats sur les paravents du temple. Peut-être que les moines le garderaient pour le remercier. Puis, juste avant minuit, il s'allongea sur le sol pour se reposer. Les yeux fermés, déjà presque endormi, il se rappela les paroles du vieux moine. La nuit, fuis les vastes lieux, choisis les petits. Dans un sursaut, il se réveilla tout à fait. Le temple était vaste et silencieux, et la peur l'envahit. Il se leva et chercha une pièce plus petite pour y dormir. À l'autre bout de la galerie, il trouva une petite pièce vide avec une porte à glissière. Camille y entra, se pelotonna dans un coin comme un chat et s'endormit d'un sommeil léger. 1 heure avant l'aube, une immense ombre noire apparut sur le mur du temple, et toutes les lampes dorées s'éteignirent subitement. Un instant plus tard, d'effroyables sifflements et des cris stridents l'éveillèrent. Il se tapit dans son coin, sans même oser jeter un coup d'œil par la porte à glissière. À peine osait-il respirer. Les hurlements affreux s'amplifièrent encore, et il lui sembla que le temple entier frémissait de terreur. Enfin, le bruit cessa. Pendant le long silence qui suivit, Camille resta absolument immobile dans son refuge. Il y resta jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil éclairent la petite pièce. Enfin, Camille se mit debout et se glissa sans faire aucun bruit hors de la pièce. Et là, dans le temple, devant les paravents, le monstrueux rat maléfique, plus gros, plus terrifiant qu'un rhinocéros, gisait mort dans une mare de sang. Camille fut si stupéfait qu'il ne remarqua d'abord pas que les chats qu'il avait peints sur les paravents du temple avaient l'air de se lécher les babines. Ces chats avaient tué le rat maudit, et le conseil du vieux moine lui avait sauvé la vie.
Loutra, la loutre. Ce matin-là, Loutra, la petite loutre, s'éveilla de très bonne heure. C'était pour elle un grand jour. Elle allait prendre son premier bain. Depuis longtemps déjà, Loutra attendait avec impatience de suivre sa mère lorsqu'elle plongeait dans la rivière. Depuis sa naissance, près de 3 mois plus tôt, Loutra vivait dans son terrier. Il était bâti entre les racines d'un arbre accroché à la rive pentue du fleuve. Nouveau-né minuscule, Loutra ne voyait pas encore et restait pelotonnée dans son nid de brindilles et de roseaux. Mais dès qu'elle avait su marcher, elle avait voulu explorer le monde. Elle découvrit bientôt qu'il y avait plus d'une sortie au terrier. Elle ne pouvait pas suivre sa mère par la sortie sous l'eau, mais Loutra pouvait grimper jusqu'à un trou de l'arbre. De là, elle montait à toute vitesse jusqu'aux branches ou descendait sur le sol. Elle y trouvait des cailloux, des plumes et des os pour jouer. Une fois, elle avait trouvé une écrevisse entre les pierres au bord de la rivière. Elle s'était amusée avec, puis elle avait essayé d'écraser la carapace entre ses dents pointues, comme elle avait vu sa mère faire. Mais ses mâchoires n'étaient pas encore assez puissantes, et vexée, elle l'avait abandonnée. Mais aujourd'hui, aucune proie n'intéressait Loutra. Elle voulait plonger dans l'eau. Elle espérait qu'elle n'aurait pas à attendre longtemps que sa mère revienne de son expédition de pêche matinale. De plus en plus impatiente, Loutra se tint debout sur ses pattes postérieures et jeta un coup d'œil par le trou dans l'arbre. Tout d'abord, elle ne vit rien d'intéressant. Mais il y eut soudain un éclair orange et bleu. C'était un martin-pêcheur qui passait avec un poisson frétillant dans son bec. L'instant d'après, maman loutre remonta à la surface, jeta un regard circulaire, aspira une bouffée d'air et plongea profondément dans la rivière. Quelques bulles d'air seulement indiquèrent l'endroit où elle avait disparu. Loutra était incapable d'attendre une seconde de plus. Couinant d'excitation, elle sortit et courut sur la rive. Elle pataugea dans les eaux peu profondes en retournant les pierres à coups de patte. Soudain, il lui vint une idée. Elle allait nager à la rencontre de sa mère. Elle ne savait pas encore nager sous l'eau, mais elle était sûre de pouvoir nager en surface. Loutra avança jusqu'à perdre pied. Et alors, ses 4 pattes éclaboussant en tous sens, elle commença à nager. C'était plus difficile qu'elle ne pensait. Il lui semblait qu'elle devait lutter contre une force qui l'écartait de sa mère et l'éloignait de sa maison. Quels que soient ses efforts, elle ne pouvait lui résister. Oh, elle fut bientôt épuisée et épouvantée. Que lui arrivait-il? Pourrait-elle retrouver la sécurité de son terrier? Où était sa maman? Loutra sentit qu'elle coulait et poussa un cri de terreur. Heureusement, sa mère émergea juste à côté d'elle. « Ne bouge pas et tout ira bien », dit-elle fermement. Puis elle prit Loutra par la peau du cou et nagea vers la rive avec elle. Arrivée sur la terre ferme, Loutra se mit à frissonner de frayeur. « Tu as été une vilaine petite loutre et tu as eu très peur », lui dit sa maman. « Maintenant, oublie tout cela et fais ce que font toutes les loutres après le bain. Roule-toi dans l'herbe pour te sécher. » Loutra obéit en pensant que bientôt elle nagerait suffisamment bien pour suivre sa mère dans toutes ses expéditions. Quand Loutra fut bien sèche, sa mère lui dit « Je vais aller pêcher un poisson, mais je veux d'abord être sûre que tu ne prépares pas une autre bêtise. Retourne à la maison et reste-y bien sagement jusqu'à mon retour. » Loutra était trop fatiguée pour discuter. Elle alla à petits pas jusqu'au terrier et ferma les yeux avec satisfaction. Elle dormait depuis un bon moment quand elle fut réveillée par un grognement. Jamais elle n'avait entendu un son pareil. Elle s'assit pour regarder par le trou de l'arbre.
Mais elle ne vit qu'un couple de cygnes nageant paresseusement au bord de l'eau. « Je sais bien que les cygnes ne poussent pas de tels cris, » se dit-elle. Et elle se glissa vers les broussailles du bord de l'eau pour mieux voir. Elle entendit de nouveau ce grognement étrange, tout près. Elle leva la tête et, horrifiée, elle découvrit une face noire et brillante avec 2 yeux, un nez, une bouche, et de chaque côté de cette tête, 2 étranges rabats. Oh, c'était un chien. Il poussa son nez en avant et grogna encore. Loutra voulut reculer, mais elle se prit les pattes dans les broussailles et ne put bouger. Soudain, il y eut un couinement bruyant qui devint aigu et retentit comme un cri de rage. Inquiet, le chien se retourna pour découvrir la courageuse maman loutre. Elle était bien plus petite que le chien, mais très en colère. Elle sauta sur ses pattes postérieures, montra les dents et se jeta sur le chien. Celui-ci hurla de surprise et de douleur quand les dents de la loutre le mordirent. Puis il entendit l'appel de son maître et courut vite le rejoindre. La mère de Loutra, sachant qu'elle avait eu de la chance, respira de soulagement. Elle savait aussi que le chien pourrait revenir et qu'il ne serait peut-être pas aussi facile de l'effrayer la prochaine fois. « Impossible de rester ici, » dit-elle à Loutra. « Nous devons partir à la recherche d'un autre terrier. » Le soleil se couchait lorsque Loutra et sa mère partirent en quête d'une nouvelle maison. « Loutra, essaie de faire un peu moins de bêtises, » lui dit sa maman en chemin. « Sinon, nous serons obligés de déménager bien trop souvent. » Les bonnets de nuit rouges. Il était une fois un homme qui vendait des bonnets de nuit rouges. Un matin, il en mit 50 dans un grand sac et partit les vendre à la foire. Il marcha longtemps sous le soleil et quand il arriva dans une forêt, il fut tout content de se mettre un peu à l'ombre. Il posa son sac par terre et s'assit au pied d'un arbre pour se reposer un peu. Il était si fatigué qu'il décida même de faire une sieste. Il prit un bonnet de nuit dans son sac, le mit sur sa tête et s'endormit aussitôt. Mais toute une bande de singes habitait la forêt. Quand il vit que l'homme dormait profondément, un vieux singe descendit d'un arbre, tira doucement un bonnet de nuit du sac, le mit sur sa tête et s'enfuit en haut de son arbre où il s'installa, l'air très satisfait. Voyant cela, un jeune singe descendit à son tour de branche en branche, se faufila jusqu'à l'homme endormi, attrapa lui aussi un bonnet de nuit et remonta très vite en haut d'un arbre. Un autre singe l'imita, puis un autre, encore un autre, et il y eut bientôt 49 singes juchés sur les arbres de la forêt qui paradaient coiffés de 49 bonnets de nuit rouges. Il faisait un tel vacarme que l'homme finit par se réveiller. À la vue de son sac vide, il se mit à se lamenter. « Oh, mais que vais-je faire? Je ne peux pas rentrer chez moi sans bonnet de nuit et sans argent. Ma femme sera furieuse. » Il était si fâché que, de rage, il arracha son bonnet de nuit et le jeta par terre. Les 49 singes, du haut de leur arbre, le virent faire et, comme les singes aiment copier les hommes, d'un seul geste, ils arrachèrent aussi leur bonnet et le jetèrent par terre. L'homme n'arrivait pas à croire à sa chance. Il ramassa aussi vite qu'il put les 50 bonnets de nuit, les remit dans son sac et repartit tout content pour la foire, pendant que les singes boudaient dans la forêt. L'homme qui savait tout.
Un homme dit un jour à sa femme: je me demande à quoi tu occupes ton temps toute la journée. Tu dois seulement ranger, surveiller le bébé et préparer les repas. Tu oublies la vache et la truie à soigner, et la baratte à tourner pour faire le beurre, répondit la femme. Bah, ce n'est rien, grogna le mari. Ici, je suis le seul à fournir un vrai travail, dehors, dans les champs, en plein soleil. Je préférerais être à ta place et ne pas bouger de la journée. Eh bien, repose-toi demain, proposa sa femme avec un gentil sourire. J'irai couper le blé et toi, tu te chargeras de mes petits travaux ménagers. Voilà une excellente idée, s'écria l'homme. Je vais te montrer comment une maison doit être tenue. Et tu vas comprendre combien ma tâche est dure. Comme prévu, le lendemain matin, avant le lever du soleil, la femme prit la faux et se rendit au champ pour couper le blé, laissant son mari s'occuper de la maison. Bon, je vais d'abord faire le beurre, se dit l'homme en remplissant la baratte de crème fraîche. Mais il songea qu'un gobelet de cidre serait bien agréable. Il descendit donc à la cave, mit un pichet sous la barrique et tourna le robinet. La truie. Il se rappela soudain la truie. Oubliant son cidre, il remonta vite. Trop tard. La truie était entrée dans la cuisine par la porte de derrière et elle avait renversé la crème. L'homme dut la faire sortir et tout nettoyer avant de remplir à nouveau la baratte de crème. Pendant ce temps, le bébé gazouillait et traînait dans ses jambes. Le cidre. Bon sang, le cidre! Oubliant le bébé, l'homme redescendit en trombe à la cave. Trop tard. Le tonneau s'était répandu jusqu'à la dernière goutte sur le sol. L'homme dut tout vider à l'entrée du potager. Tiens, se dit-il, je vais cueillir quelques légumes pour la soupe. Le bébé. Oh là là, le bébé. Oubliant et les légumes et la barrière du potager qu'il laissa ouverte, il se reva vers la maison. Trop tard. Le bébé avait grimpé jusqu'à la baratte et l'avait retournée. Il y avait de la crème sur le sol, il y avait de la crème sur les murs, il y avait de la crème sur le bébé, il y avait de la crème partout. Il nettoya et mit le bébé à sécher au soleil. Ce fut alors qu'il vit la vache. Elle avait l'air affamée et plutôt mécontente. Il faut que je lui donne à manger, mais je n'ai pas le temps de la conduire au pré, pensa-t-il. Bon, je vais la faire monter sur le toit. L'herbe a poussé en quantité sur le chaume. Comme le toit descendait presque jusqu'au niveau du sol, il réussit à la faire monter en la poussant et en la tirant. Une fois sur le toit, la vache fut enchantée de brouter l'herbe qui poussait là-haut. La barrière. Il avait laissé la barrière ouverte. Oubliant la vache et le bébé couverts de crème, il courut au potager. Trop tard. La truie, une fois entrée, avait mangé tous les légumes. Il la chassa, constata les dégâts et commença à réparer les rames de haricots. La vache sur le toit. Et si elle était tombée sur le bébé pendant qu'il avait le dos tourné? Abandonnant ses réparations, il se précipita vers la maison. Mais non, la vache était toujours sur le toit, ruminant paisiblement. Pour assurer sa sécurité, il lui passa une corde autour du cou, en fit descendre l'autre extrémité par la cheminée et se rendit à la cuisine pour nouer le bout autour de sa taille. Il ne lui arrivera rien pendant que je prépare la soupe, pensa-t-il en mettant une marmite pleine d'eau sur le feu. Erreur, la vache tomba du toit. D'un côté, la vache descendait, de l'autre, l'homme montait. C'est ainsi qu'il vola comme un écureuil jusqu'au faîte de la cheminée, où il resta coincé. Heureusement, peu de temps après, sa femme rentra. « Me voilà revenu. Tout le blé est coupé. Où es-tu passé, voyons ?» Elle trouva le bébé en plein soleil, collant, enduit de crème. Elle trouva le jardin dévasté. Elle trouva la vache au bout de la corde, pendue au toit. « Oh là là, mais qu'a donc fait ton père ?» demanda-t-elle au bébé en coupant la corde de la vache. La vache descendit brutalement, meuglant d'indignation. Et le mari dégringola à l'autre extrémité de la corde. Plouf, il tomba dans la marmite. Sa femme le retrouva une carotte dans l'oreille, en train de se plaindre. « Oh mon Dieu, quelle journée, quelle horrible journée !»« Ne t'en fais pas, » le rassura sa femme. « Tu auras peut-être plus de chance demain.
bien qu'il y ait la lessive à faire et le pain à cuire. Quant à moi, je crois que j'irai faucher le champ d'en haut. Non, il n'en est pas question, hurla le mari en surgissant de la marmite. Enfin, je veux dire, je n'ai pas la moindre intention de te laisser faire tout ce travail. Demain, tu restes à la maison et moi, je fauche le champ. Très bien, répondit la femme qui riait sous cape, en commençant à préparer le dîner comme à l'accoutumée. Chante, beau merle, chante. Le chat, la grenouille et la petite poule rousse. Une grenouille, un chat et une petite poule rousse vivaient ensemble dans une confortable maisonnette en bois derrière la ferme. Elle était propre et agréable, mais ce n'était pas grâce à la grenouille ni au chat. C'était la petite poule rousse qui faisait tout le travail, tandis que les autres paraissaient au lit. Elle nettoyait la maison, allumait le feu, lavait le linge et faisait la cuisine. Pourquoi ne vous levez-vous pas? Leur cria-t-elle un matin. Il fait beau. Vous pourriez repeindre la maison, couper du bois ou réparer la barrière. Mais la grenouille se retourna et fourra sa tête sous les couvertures. Et le chat dit: Impossible de dormir avec tes rouspétances. Alors la petite poule rousse alla chercher un sac de farine et déclara: Aujourd'hui, je vais faire du pain. Qui va allumer le four? Pas moi. Bâilla le chat en s'étirant. Pas moi. Grogna la grenouille, toujours cachée sous les couvertures. Alors la petite poule rousse alla chercher le bois dans la cour, alluma le four, puis elle demanda: Et maintenant, qui veut pétrir la pâte? C'est facile. Il faut juste l'étirer, la plier, la presser, comme ça. Pas moi, répondit le chat sèchement. C'est trop fatigant. Pas moi, coassa la grenouille. D'ailleurs, je ne sais pas. La petite poule rousse pétrit donc la pâte elle-même et glissa la miche de pain dans le four. Bientôt, la bonne odeur du pain chaud envahit la maisonnette. Maintenant, qui va chercher le beurre? Pas moi, soupira le chat. Je suis encore endormi. Pas moi, se plaignit la grenouille. Je suis trop fatiguée. La petite poule rousse alla donc à la crèmerie et demanda du beurre bien jaune à la vache. Maintenant, qui va couper le pain? Demanda-t-elle en le posant sur la table. J'ai mal aux pattes, miaula le chat. Je pourrais me couper, geignit la grenouille. Mais qui veut m'aider à manger le pain? Demanda la petite poule rousse. Je veux bien, cria le chat. Moi aussi, hurla la grenouille. Surtout, ne vous dérangez pas, dit la petite poule rousse. Et prenant le pain sous une aile et le beurre sous l'autre, elle courut dehors en enfermant le chat et la grenouille. Et elle mangea le pain toute seule. Sinbad et les îles Inconnues.
Je suis Sinbad, le célèbre marchand de Bagdad. Peut-être vous souvenez-vous de moi, de mes voyages extraordinaires. Mais vous ai-je jamais parlé du jour où nous avons accosté? Non, je ne crois pas. Eh bien, commençons par le début. Après mon aventure dans la vallée des diamants, j'étais si riche que je pensais ne plus jamais m'éloigner de Bagdad. Cependant, je me mis à regretter mes voyages et je décidai d'aller jusqu'au port de Bassora. Là, j'embarquai sur un bateau étranger dans l'espoir de vivre de nouvelles aventures fantastiques. Le bateau était petit, le soleil tapait fort, et rapidement, l'équipage fatigué devint irritable. Aussi, quand le guetteur aperçut une petite île à l'horizon, tous poussèrent des cris de joie à l'idée de quitter la terre ferme. Seul le capitaine était inquiet. « Cette île n'est pas indiquée sur mes cartes, me confia-t-il. « C'est curieux, répondis-je. Mais ne vous en faites pas, nous ne nous y attarderons pas. » Nous mîmes donc le cap sur l'île. Ses côtes paraissaient étonnamment grises dans le lointain. Une foule d'oiseaux tournoyait au-dessus d'elle. Mais un phénomène étrange attira mon regard. Elle semblait bouger sous le soleil. Sans doute était-ce l'effet de la chaleur. Nous mouillâmes près de la côte, puis nous descendîmes tous sur la grève, à l'exception du capitaine qui paraissait toujours inquiet. Nous allumâmes un feu, fîmes rôtir de la viande, et les marins ouvrirent un tonneau de bière. Comme je suis un bon musulman, je ne touche jamais à l'alcool. Aussi, après le dîner, je m'en allais marcher seul sur l'île. Quel étrange endroit! Il n'était pas fait de sable ni de terre. Sous mes pieds, je ne sentais qu'un sol dur et uniforme, et mes narines étaient envahies par une forte et curieuse odeur de poisson. Soudain, les oiseaux s'envolèrent en piaillant. Toute l'île se mit à bouger, comme sous l'effet d'un tremblement de terre. Je me retrouvai à genoux, et j'entendis la voix du capitaine qui criait « Une baleine! Une énorme baleine! Remontez à bord !» Surpris, je regardai autour de moi. Il n'y avait pas de baleine à l'horizon. Mais voilà que le capitaine levait l'ancre et les marins s'enfuyaient en criant et jurant. Allait-il m'abandonner sur cette bizarre petite île grise? Soudain, un jet d'eau jaillit violemment du sol tout près de moi. En un instant, je me retrouvais trempé jusqu'aux os. Le capitaine criait à nouveau, mais j'arrivais difficilement à l'entendre à cause du bruit de l'eau. « Il faut partir! Baleine! Vous l'avez réveillé! Baleine !» Je compris soudain. Ce que nous avions pris pour une île était le dos d'une énorme baleine. Elle somnolait à la surface de la mer et nous étions arrivés avec notre feu. Les flammes lui avaient brûlé la peau et l'avaient réveillé. Et moi, Sinbad, je me trouvais sur sa tête massive. La peur me glaçait. Maintenant, la baleine battait les flots de sa queue puissante et gigantesque. Elle s'apprêtait à plonger. Quelques marins arrivèrent à nager jusqu'au bateau, car les vagues avaient entraîné notre chaloupe. D'autres se noyèrent. Et moi, je luttais contre les flots en priant Dieu de me laisser la vie sauve, quand le tonneau de bière que les marins avaient apporté sur l'île apparut près de moi. Reprenant espoir, je m'y accrochai. Épuisé, je me contentais quelques instants de flotter sur les flots hostiles. Mes appels au secours n'auraient servi à rien. Le bateau avait dû s'éloigner pour fuir la baleine. J'étais seul, à des centaines de lieues de chez moi. Une nuit passa ainsi, et à l'aube, une petite île apparut à l'horizon. Je nageais vers elle avec le peu de force qui me restait. J'étais si ému que mon cœur battait à tout rompre. Enfin, mon tonneau s'échoua sur le rivage
et je m'étendis sur le sable chaud. Une eau douce et fraîche s'écoulait non loin de moi. La source se trouvait au milieu d'un bouquet d'arbres et de buissons, couverts de fruits mûrs et de baies sucrées. Après avoir remercié Dieu, je calmai ma soif et assouvis ma faim. Je pus alors regarder autour de moi. La plage était faite de poussière d'or. Je décidai aussitôt de construire un radeau et de rentrer chez moi avec le plus d'or possible. Je me mis donc au travail. Je ramassai les plus grosses branches que je pus trouver. Je les liai avec le tissu de mon turban, que j'avais heureusement gardé. Je remplis ensuite le tonneau de fruits et le déposai sur le radeau. Puis je bourrai d'or mes pantalons bouffants. C'est à peine si je pouvais encore marcher. J'étais prêt à partir quand j'entendis un sifflement strident. Je levai la tête. Dans les arbres, près de la source, de grands yeux luisants me fixaient. 6, 7, 8 énormes serpents rampaient hors du buisson. Sans perdre une seconde, je courus vers la mer, je me jetai sur mon radeau et me mis à le pousser furieusement vers le large. Je me croyais sauvé. Mais alors, les serpents entrèrent dans l'eau à leur tour et se mirent à me poursuivre rapidement à travers les vagues. Ils se rapprochèrent encore et se mirent à tourner autour de moi. Puis ils attaquèrent et à grands coups de queue se mirent à détruire ma pauvre embarcation. Désespéré, je jetai les fruits hors du tonneau et m'y réfugiai. Je m'y accroupis, tel un animal apeuré dans un trou. Dehors, les serpents tournaient toujours autour de moi. L'un après l'autre, ils essayèrent de briser le tonneau à coups de queue et de tête. Mais, grâce à Dieu, aucun n'y arriva, et ils finirent par s'éloigner en sifflant rageusement, tandis que le courant m'emportait. Je dérivai ainsi pendant 3 jours et 3 nuits. Au bout de la 3e nuit, alors que je désespérais de revoir jamais la terre, le tonneau heurta quelque chose. J'entendis des voix dans l'obscurité. C'était le bateau sur lequel je m'étais embarqué. Le capitaine ne croyait pas à ma mort et n'avait cessé de me rechercher. Il fut très étonné de me voir sortir la tête du tonneau et encore plus de me trouver couvert d'or. C'est ainsi que j'arrivai, tout aussi étonné, quelques jours plus tard, dans ma chère ville de Bagdad, sain et sauf, et encore plus riche qu'avant.